Il est présentement 23h27 et vous vous souvenez ce que j'ai dit à l'intro précédente sur le fait que les cartes s'arrivent tout d'un coup. On est passé en l'espace de 2 heures de 7 cartes à 22 cartes. Bonne vidéo. Bonjour à toutes et à tous, ici Ketal, on est là pour une nouvelle vidéo sur l'Orcana. Une vidéo qui va être un peu compliquée parce que évidemment, encore une fois, il y a eu juste, donc je crois 12 spoils, 13 spoils qui ont été faits, même plus que ça. Attendez, on est passé de 7 à 22, donc on est passé à 15 cartes révélées en une seule soirée. J'aimerais aimer le café pour ce genre de moment où à 23h passées, je dois tourner des vidéos sur l'Arcana pour pouvoir parler des spoils, parce qu'il y en a beaucoup trop d'un coup. Et en plus, vu que sur la vidéo précédente, on m'a fait remarquer que j'en avais raté quelques-unes, je dois justement en parler aussi. Donc en partie c'est un peu ma faute s'il y a autant de spoils d'un coup. Si j'avais bien fait ma vidéo précédente, on n'en serait pas là. Toujours est-il qu'on passerait juste de 22 à 19. Dans tous les cas, j'aurais fait une vidéo au même moment. Donc on a plein de spoils à regarder ensemble et beaucoup de spoils sur l'univers d'Atlantide, un film que j'ai beaucoup aimé à ado, qu'il faudrait que je revoie une fois adulte pour voir si c'est toujours aussi bien, mais j'en ai beaucoup de bons souvenirs, pas mal de cartes qu'on a vues d'un coup, certaines en qualité moyenne là, sûrement sur la vidéo, donc je m'en excuse d'avance, j'ai pris les cartes avec la qualité dispo que j'avais, il y en a même une que j'ai pas pu détruire efficacement, vous comprendrez vite pourquoi quand vous verrez l'image, mais on va pouvoir parler de pas mal de choses et sans plus tarder, on va même commencer tout de suite avec la première carte. Donc les trois premières, celles que j'avais ratées lors de la vidéo précédente. Et donc la première, c'est Distraction. Pour 2, on peut choisir un personnage, lui mettre -2 d'attaque pour le reste du tour et piocher une carte. Comme toujours, les actions qui permettent de piocher des cartes ne sont jamais entièrement mauvaises, parce qu'au pire des cas, ça permet de fluidifier votre deck. Vu que là c'est pour 2 et que c'est ancrable, ça reste complètement ok. Maintenant, -2 d'attaque pour le reste de ce tour sur un personnage. Pour 2, ça peut être sympa, c'est pas non plus un effet game breaker, je préfère largement dans l'idée des cartes comme, bon évidemment la glace à l'eau, mais aussi potentiellement des cartes comme, j'ai oublié son nom, mais rien à cacher, qui vont avoir un effet à mes yeux un peu plus sympa en plus que faire piocher une carte. Donc distraction à voir, je pense pas ça entre dans les classeurs, mais peut-être qu'un jour il y aura des effets très intéressants si on arrive à mettre des personnages adverses à 0 d'attaque, pourquoi pas. La carte numéro 2 dont on va parler, c'est le chapeau de sorcier. Chapeau de sorcier qui a pas mal fait parler quand on l'a vu révéler. Pour 2, c'est un objet, donc vous pouvez, une fois qu'il est en jeu, l'incliner et payer 1 d'encre pour nommer une carte, puis révéler la première carte de votre pioche. S'il s'agit de la carte nommée, on l'ajoute à la main, sinon on la remet au-dessus de notre pioche. Cette carte-là, il y a plusieurs choses intéressantes à noter. Premièrement, si vous en avez plusieurs des chapeaux, vous pouvez nommer une carte au pif au premier coup pour voir si ça marche. Et si ça marche pas, vu que la carte revient dessus, si vous avez un deuxième chapeau, le deuxième chapeau, vous êtes sûr que ça fonctionnera. Donc si vous avez 2 chapeaux en jeu, en fait pour 2 vous piochez, de manière sûre. Certes en donnant le nom de la carte à l'adversaire, mais moins vous êtes tranquille. Vu que c'est ancrable en fait, et que ça coûte pas cher comme truc de base, je trouve ça vraiment pas mal. Évidemment, en addition avec des cartes comme le chaudron, ou des trucs comme Merlin et Curieux, des choses comme ça, on peut encore plus efficacement savoir ce qu'il y a au-dessus du deck et donc s'assurer une pioche pour 1. Je trouve que c'est un objet vraiment très intéressant, je pense qu'on va le voir dans le chapitre 3 en vrai. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Petite chose additionnelle à noter, on doit nommer le nom du personnage. Nommer le nom du personnage, c'est nommer juste le gros texte, pas le petit. Donc si vous dites par exemple Elsa, et que vous avez toutes les versions d'Elsa du jeu dans votre deck, ça fait beaucoup, vous êtes tranquille si vous tombez sur une de vos différentes versions d'Elsa, qu'importe, on s'en moque, on est là juste pour trouver le nom et pas le sous-titre de la carte. Donc, chose intéressante à noter quand même. En numéro 3, la légendaire rouge qui a beaucoup fait parler d'elle aussi, Jim Hawkins, voyageur de l'espace. Voilà, j'en ai parlé dans les vidéos précédentes, j'ai enfin vu La Planète au Trésor, j'adore ce film, donc je suis très content de voir qu'il y a des cartes aussi belles sur cet univers. Pour 5, 4-4 de l'or, déjà c'est pas des stats mauvaises, dans le sens que même si jamais il n'y a pas besoin d'avoir une bonne capa de ouf pour combler le manque de stats qui est juste d'un attaque et un de défense, comparé à d'autres cartes où des fois c'est plus compliqué. Par exemple Mufasa, qui pour 5 est 3-3 seulement. Et ici, qu'est-ce qui fait de beau? Non seulement quand vous jouez ce personnage, vous pouvez jouer gratuitement un lieu coûtant 4 ou moins, on a déjà vu des lieux lors de la vidéo précédente, et on a déjà vu qu'il y avait des lieux qui déconnaient pas trop quand même pour 4. Donc pouvoir les jouer gratos en vert rouge, ça pourrait devenir très intéressant. D'autant plus qu'à chaque fois qu'on joue un lieu, on peut déplacer ce personnage gratuitement dessus. Donc Jim Hawkins qui rentre en jeu pour 5, vous jouez le fameux lieu à 4 qui donne et hors d'atteinte et insaisissable, et Jim Hawkins va se mettre directement dessus en plus en cadeau avec ses 4-4 de l'or qui va être très embêtant à gérer bien évidemment tant que le lieu vert est présent.
Donc il y a des choses à faire. Avec ce Gyms, il faudra voir un peu évidemment les autres lieux qu'il y a. Mais clairement, je le trouve pas inintéressant. Maintenant, il faut avoir les combos, il faut avoir assez de lieux, il faut avoir Gyms. Ça demande beaucoup de conditions quand même. On va voir ce que ça donnera avec le chapitre 3. Mais je suis plutôt positif sur cette carte parce que le lieu vert est aussi à Graba en rouge qu'on a vu dans la vidéo précédente. Bah mine de rien, c'est déjà 2 bons lieux qu'on pourrait jouer avec Jim. Donc, à voir. À côté de ça, nous avons 99 chiots. Chaque fois qu'un de vos personnages est envoyé à l'aventure durant ce tour, gagnez un éclat de l'or. Alors j'ai un problème avec cette carte. C'est le même problème que j'ai avec par exemple Vaiana en ambre, que j'ai avec Mulan en rouge depuis le début du chapitre 1. Bref, de manière générale, l'Orcana, je le dis assez souvent, n'est pas un jeu où on construit du board. On ne peut pas faire un board très établi et très efficace la plupart du temps. Ou alors c'est qu'on est déjà en train de gagner. Et en fait, quand on est déjà en train de gagner, on n'a pas besoin de cartes qui nous aident encore plus à gagner. On est en train de gagner. Ce qu'on veut dans un deck en général, on préfère avoir des cartes qui nous sortent de situations problématiques plutôt que des cartes qui nous font gagner quand on est déjà bien. Et cette carte-là, c'est une carte qui vous fait gagner quand vous êtes déjà bien. Non ancrable, pas une chanson, il faut du board pour la jouer. J'ai vraiment du mal à la voir être jouée à terme. Il y a trop de défauts sur cette carte. Et en plus de ça, si vous commencez à poser du board et à vouloir le garder pour jouer cette carte, ça veut dire que vos personnages ne font rien, parce que sinon, s'ils s'inclinent pour partir à l'aventure, bah, l'adversaire pourra taper dessus, et donc vous aurez moins de personnages, et donc cette carte perd grandement de son intérêt. Et donc, bah, derrière ça, le problème, c'est que on peut même pas essayer de la chanter avec un perso à 5, il faut forcément avoir les 5 d'encre pour la jouer au moment où on a posé un board, donc trop de moyens de se faire gérer entre temps. Bref, j'aime pas des masses cette carte. Carte numéro 5, si je me trompe pas, on en est à Zeus, et elle par contre, elle est incroyable. Heureusement qu'elle est non ancrable, parce qu'elle est déjà très forte comme ça. Pour 4, c'est une chanson, vous pouvez la chanter. Vous choisissez un lieu ou un personnage, et surtout le fait qu'on peut choisir des lieux, c'est super fort. Et on inflige 5 dégâts, et on l'a vu sur la vidéo précédente. Des lieux qui ont 5 points de vie au moins, il y en a vraiment beaucoup. Des personnages à 5 points de vie au moins, il y en a aussi vraiment beaucoup. Du coup, c'est une carte qui pourrait complètement remplacer potentiellement fracassé ou même se jouer en addition des fracassés. Pour gérer les lieux, gérer des gros persos. Là maintenant, les insaisissables qui ont 4 ou 5 PV, bah, ils font un peu la tronche parce qu'ils vont être faciles à gérer comparé à avant. Et en plus de ça, c'est chantable contrairement à fracassé. Défaut non ancrable, heureusement, parce que la carte est vraiment forte telle qu'elle. Rendez-vous compte, pour 3, on met des 3 dégâts avec fracassé, là pour 4, on met 5 dégâts. À qui on veut, lieu ou personnage. C'est vraiment super fort. Cette carte-là, elle va être jouée, c'est sûr et certain. Nous avons ensuite la tour du sorcier que je trouve très intéressante. Alors pour 3, on a 7 points de vie, ce qui est déjà beaucoup. Qu'est-ce que ça fait de beau? Normalement, pour mettre un personnage dedans, il faut payer 2. Ici, les personnages nommés balais magiques le font gratuitement. Donc à la fois pour l'instant les balais en améthyste et aussi les balais en acier. Et qu'est-ce qu'ils ont de spécial? En fait, tous les personnages qui sont sur ce lieu font plus 1 de l'or. Donc évidemment dans un deck balai c'est super rigolo parce que vos balais que vous jouez moins cher avec les Mickey, vous les mettez dans ces lieux là gratuitement et ils font énormément de l'or. Et en plus de ça, derrière, eh bien désolé j'avais un petit bug de voix pendant 2 secondes. Et en plus de ça, c'est quand même intéressant parce que c'est quand même un lieu qui donne plus 1 de l'or à n'importe quel personnage pour 2. Donc n'importe quel personnage qui part à l'aventure peut faire 1 l'or de plus pour 2. Et comment est-ce qu'on peut essayer de faire en sorte que ce soit le plus rentable possible? Eh bien tout simplement en le mettant sur des personnages peut-être insaisissables. Il y en a quelques-uns en violet, si on en joue d'autres couleurs, eh bien payer 2 pour leur donner plus 1 de l'or pour une longue durée tant qu'ils ne sont pas gérés, là ça devient très intéressant. Donc lieu à la fois jouable pour les decks balais, mais il y a quelque chose à faire aussi avec d'autres types de decks, surtout les insaisissables à mon avis. On continue avec Simba, le roi légitime, encore une version de Simba. Et celle-ci, je dois bien avouer, même si je la prendrai en vol, parce que j'ai tous les Simba en vol, faut pas déconner, c'est pas ouf. Pour 5, 4, 6, 1 de l'or, c'est des stats un tout petit peu en deçà, mais sa capacité est pas folle. À chaque fois que ce personnage en bannit un autre via un défi durant votre tour, vous choisissez un personnage adverse qui ne pourra pas défier durant son prochain tour. Le problème avec ça, bien évidemment, c'est que c'est l'effet littéralement de la poêle à frire. Poêle à frire qui est une carte extrêmement jouée dans la méta, pas du tout. Et du coup, en fait, cet effet, bien qu'il soit intéressant quand même à partir du chapitre 3, parce que ça permettra d'empêcher les personnages adverses d'attaquer vos lieux, et ça c'est quand même à noter, c'est pas suffisant à mes yeux pour justifier des stats aussi faiblardes, surtout le 4 d'attaque, parce que 4 d'attaque, il y a plein de trucs que vous gérez pas à 4 de vie, enfin 5 de vie, et du coup, c'est pas si simple que ça d'utiliser le Simba efficacement.
D'autant plus que si vous commencez à gérer des petits persos pour empêcher les gros d'attaquer, ouais, j'ai pas confiance en Simba, je pense pas qu'il y aura grand chose à faire. Il est ancrable, donc on verra, mais je ne crois pas trop en Simba. Après, peut-être qu'un deck ultra orienté fera quelque chose de bien avec. Par exemple, un deck avec des Tiana et aussi avec des Mergotel. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais pour l'instant, j'ai pas vraiment confiance. Deladoc avec une qualité pas folle. Deladoc pour 2, c'est une 3-3 combattant. Alors, il y a un peu un débat entre elle et Gaston. Parce que Gaston, son avantage à lui, c'est qu'il est 4-2. Donc, il peut gérer des lieux à 4 de vie dès le début de la partie, ce qui est super intéressant. Maintenant, Dela, elle, avec ses 3-3, peut gérer des personnages de tour 1 ou de tour 2 très facilement. Donc il y a un peu une dualité entre est-ce que vous préférez gérer des lieux très rapidement au début de partie ou gérer des personnages très rapidement au début de partie. À voir. Le défaut de Dela quand même, c'est qu'elle est non ancrable, et bien qu'un non ancrable qui coûte pas cher, c'est moins gênant parce que vous allez vite pouvoir le jouer, donc il va pas trop vous coller à la main. Bah le problème c'est que ça reste une non ancrable et qu'au bout d'un moment on a besoin d'avoir des ancrables dans le jeu pour pouvoir avancer, et que si on a trop de non ancrables, même des pas chers, ça nous bloque quand même. Donc mitigé sur Deladoc. On continue avec un Jim Hawkins. Bon, pour 2-3-2, je vais pas épiloguer longtemps dessus, ça fera une vidéo un peu plus courte quand même. Mais c'est comme Mini, donc moi je trouve que c'est des stats sympas. Maintenant, le problème, c'est qu'il peut pas gérer les insaisissables, contrairement à Jafar ou à Cruella du chapitre 2. Donc toujours un peu moins bien. On verra s'il y a des alters intéressants. Et pour l'instant, les Jimmy qu'on a vus, bah ils sont pas à terre, donc pas ouf. Petite note tout de même qu'on m'a fait remarquer sur le Discord lyonnais. Jim Hawkins porte la tenue de Sora dans Kingdom Hearts 2, une des tenues de Sora dans Kingdom Hearts 2. Petit clin d'œil sympathique ou pas, à voir. En tout cas, j'aime beaucoup ce design, je trouve la carte vraiment très belle. On continue avec les spoilers, enfin donc d'aujourd'hui, de ce soir. Là, ça y est, on attaque le vif du sujet. Au bout d'11 minutes de vidéo, presque 12 même, ou peut-être même plus avec l'intro. Let's go. On a Morph, et Morph il est méga intéressant. Morph il va être joué dans des decks, c'est sûr et certain. Morph, pour faire ça très simple, c'est une carte sur laquelle vous pourrez jouer n'importe quel alter. N'importe quel alter. Alors évidemment il faut avoir le langue pour le faire. Mais Morph pour vous permettre de jouer la bête légendaire qui fait piocher au tour 3, vu qu'elle est shift 3. Morph pour vous permettre de jouer la belle archère dissimulée au tour 3, et donc de commencer à faire du 3 de l'or, à moins qu'elle se fasse défier et bannir, quelqu'un ça perd sa main. Bref, super fort de l'avoir aussi rapidement. Il peut permettre de jouer d'autres alters tour 4 très facilement aussi. Je pense à Clochette par exemple, des trucs comme ça. Bref, il y a plein de choses à faire avec ce petit Morph. Certains, j'ai vu, peuvent avoir potentiellement le ressentiment que avoir un personnage qui peut aller sur n'importe quel alter, ça dénature un peu la capacité alter. Moi je trouve ça pas si gênant, dans le sens que même si jamais on peut pas vraiment savoir à la base quel alter sera joué ou pas, en fait les decks dans leur canal on les connaît en général. On sait ce qui peut nous tomber dessus. C'est un personnage vert, on connaît à peu près les alters verts. Il y aura une autre couleur, on connaît à peu près les alters d'autres couleurs. Donc on sait ce qui peut nous tomber dessus de manière générale. Donc on verra ce que ça va donner. Je suis quand même content de ce personnage, et ça veut aussi dire que si jamais ça devient trop impactant dans la méta, le retour potentiel des Robin des Bois archers, ou alors des pistolets à plasma, de manière générale, des trucs qui font un peu de dégâts pour gérer Morph, et comme ça vous êtes tranquille. Parce que quand même il a des stats vraiment minables. Et pareil, si vous n'avez pas d'alter dans votre deck, il servira pas à grand chose. Nous avons le talisman sumérien pour 3, une carte que je trouve extrêmement intéressante. On avait un débat, une discussion tout du moins très récemment à Lyon, où on parlait du fait que rouge, ça manque quand même de pioche pour avoir des decks gris-rouge efficaces qui se basent sur le fait d'attaquer tout le temps le board adverse, parce qu'au bout d'un moment on manque de pioche. Voilà, là on a de la pioche qui n'est pas gérée à un personnage comme la reine de cœur. Là on a de la pioche de la même manière, c'est-à-dire que durant votre tour, si un de vos personnages est banni dans un défi, vous pouvez piocher une carte. Donc vous pouvez envoyer vos personnages dans les défis, les faire se sacrifier, et donc piocher des cartes, et donc jouer de manière agressive avec des decks basés sur les combats. Et ça, je trouve ça très cool d'avoir un moyen comme ça de récupérer des cartes. Rouge-gris peut-être, un duo de couleurs qui sera enfin jouable efficacement au chapitre 3. J'ai hâte de voir ça. On continue avec le Lucky Dime, le sou fétiche, le premier sou de Picsou. Pareil, une carte qui a beaucoup fait couler d'encre. C'est quand même un objet légendaire, le premier qu'on voit, donc rien que pour ça c'est super intéressant. C'est aussi un objet qui coûte 7, c'est extrêmement cher, mais ça tombe bien. Picsou, rappelez-vous, on l'a vu, quand il bannit quelqu'un, il réduit le coût, il joue un objet gratos. Évidemment, il y a une mécanique sympa avec autour. Et donc, qu'est-ce qu'il fait de spécial ce Lucky Dime? On peut l'incliner et payer 2 pour choisir un personnage
et gagner autant de lore que leur lore. Le ruling a été donné, c'est leur lore actuel, c'est-à-dire que si vous augmentez le lore d'un personnage via sa capacité ou d'autres choses, c'est ce lore-là qui est pris en compte. Donc, si jamais on prend l'exemple de Tamatoa, Tamatoa, si jamais il a beaucoup de lore parce que vous avez beaucoup d'objets, ça permet de faire beaucoup de lore d'un coup. Et donc, les decks avec un peu des objets, des Tamatoa, tout ça, encore une fois, gagnent un outil très intéressant pour pouvoir clore les parties en fin de game. On va voir si jamais un vrai deck objet pourra le jouer un jour. Mais ça donne quelques options de plus. De mon point de vue personnel, je trouve que c'est extrêmement cher et non ancrable, et donc c'est très problématique, que même si jamais il y a peu de couleurs qui ont de la gestion d'objets, c'est toujours une menace, et que le fait de payer 2 pour faire le lore derrière, c'est pas mauvais en soi, hein, franchement, mais en attendant, il y a des outils vachement plus efficaces pour faire du lore dans d'autres couleurs, donc je suis pas forcément fan du Lucky 9 pour l'instant. On attaque enfin les cartes Atlantis. Alors, on commence avec Audrey Ramirez, l'ingénieur. Pour 5 de 5, 2 de l'or, Ward, c'est pas mal. Avec 5 points de vie et Ward, on est quasiment sûr qu'elle fera ses 2 de l'or au moins une fois, qu'elle partira à l'aventure au moins une fois, avant d'être bannie, voire même peut-être 2, parce que quand même 5 PV, c'est pas non plus si facile que ça à descendre. Et quand ce personnage part à l'aventure, on peut redresser un de ses objets, du genre le Lucky Dime, du genre un grimoire de sorcier, du genre un chaudron, bref. Plein de choses, je trouve ce personnage très très fort. Je pense aussi par exemple à l'œil des moires en bleu qui permettrait de faire des choses sympas. Pourquoi pas à la plume en forme d'arête pour ancrer encore plus de cartes. Il y a beaucoup d'utilisation potentielle de cette Audrey Ramirez et vraiment le fait qu'elle ait 2-5 de l'or avec hors d'atteinte, c'est très intéressant. Je trouve que c'est une bonne carte. Je trouve que c'est une carte bien designée et j'ai hâte de voir les decks qui vont en profiter, de voir comment ils vont justement rentabiliser le fait de pouvoir redresser des objets. Il y a des choses à faire de ouf avec elle, c'est clair. Nous avons le Prince Eric, alors c'est pas du tout du Atlantide pour le coup. D'ailleurs c'est trop marrant parce que il est Dreamborn et Reprince, mais je trouve vraiment que l'image, ça fait de lui presque un méchant. On dirait un méchant de Disney là, avec le gros costume et ce regard, ce sourire et tout. Mais personnage très intéressant parce qu'on a un personnage pour 4 qui est 2-2, 2 de l'or. Mais qu'est-ce qu'il est spécial? C'est que quand il est banni, quelle que soit la manière dont il est banni, on peut bannir un autre personnage. Cette carte-là, c'est une super rare, super forte. Parce que vous allez faire 2 de l'or avec à l'infini, et à l'instant où il est banni, vous allez bannir un personnage adverse. C'est une chiantise absolue pour tous les decks. C'est un feu de dragon sur pattes. C'est un feu de dragon sur pattes, dès que vous le bannissez, vous le prenez. Donc, à moins que vous ayez un moyen de le remonter en main, à moins que vous ayez un moyen de le mettre en encre si vous jouez bleu, à moins que vous ayez un moyen de le remettre sur le deck avec Isma, bref, à moins que vous ayez un moyen de gérer sans le bannir, vous êtes sûr et certain quand l'adversaire le joue qu'il va perdre un personnage. Et c'est non ancrable, heureusement, mais ça a quand même 2 de l'or, et tu peux pas laisser un personnage à 2 de l'or faire sa vie non plus trop longtemps, quoi, parce que sinon tu perds tout ce que t'as. Donc encore une fois, rouge qui gagne une excellente carte qui rentrera très bien dans leur deck. Clairement ça rentre dans plein de decks en x2 minimum, très facilement je pense. On continue avec la carte qui a donc un design un peu chelou, je suis désolé d'avoir gardé les contours mais c'était trop compliqué là de faire un truc correct avec la carte, avec des bandes noires et tout. Donc autant garder l'image telle quelle, Milo Touch pour 7 non ancrables, attention. 4-4, 3 de l'or. Quand ce personnage est banni, vous retournez tous les personnages adverses dans les mains de leur joueur. Ça change beaucoup de choses. On a enfin un nouveau reset dans le jeu. On avait plus ou moins estimé que justement le vert serait la couleur qui aurait un reset en plus et que ce serait un reset qui remonterait tous les personnages en main. Je m'attendais cependant pas à ce que ce soit un personnage qui fasse cet effet. Mais il est super intéressant du coup parce que il est Shift 4, donc vous pouvez le jouer potentiellement très tôt dans le jeu avec Morph ou avec d'autres Milo, parce qu'on a vu qu'il y a... On n'a pas encore vu, on va voir qu'il y a pas mal de Milo dans le jeu qui coûtent pas cher, donc clairement jouer ce Milo là tôt dans la partie ça se fait très facilement. Et derrière, 3 de l'or, on remonte tous les personnages adverses en main, on gagne un tempo de malade. Maintenant il y a quand même une chose à laquelle il faut faire attention, c'est que selon les decks, en fait, remonter les personnages en main, c'est pas forcément un avantage. Typiquement, rouge-violet qui base sa mécanique sur je remonte mes personnages en main pour les rejouer derrière et faire leurs effets quand ils rentrent en jeu, eh bien, ça marchera pas des masses. Par contre, d'autres choses qui peuvent être très intéressantes, c'est que pour les decks qui jouent sur la meule et qui vont essayer de spammer les rêves bleus, remonter les personnages en main, c'est tout bénef. Donc ça peut faire un personnage qui met une immense pression en termes de lore à l'adversaire, et si jamais il le gère, il remonte tout en main, et là, pouf, rêve bleu, il perd toute sa main, c'est génial. Pareil pour les decks défausses, potentiellement, s'il est banni, vous remontez tous les personnages adverses en main,
Et derrière l'adversaire, s'il les a pas rejoués, bah vous pouvez les défausser avec vos cartes de défausse. Donc il y a des choses à faire avec ce Milo. Le fait qu'il soit non ancrable est très cher, c'est quand même un énorme défaut, on va pas se mentir. Mais maintenant qu'on a notre ami le petit Morph, bah le moindre personnage très cher et non ancrable, bah on peut le jouer. Et du coup ça ouvre beaucoup de perspectives de deck très intéressantes. Par exemple ce Milo là, sans ça je suis pas sûr qu'il aurait été si joué que ça. Ensuite, on a quelques petites vanillas quand même, donc Kidash. Je trouve ça très marrant qu'en bas des inscriptions soit en atlantéen et que du coup on pige pas du tout ce que ça veut dire. Je peux aller chercher sur internet, donc peut-être que quelqu'un en commentaire peut nous dire ce que ça veut dire en atlantéen. Toujours est-il que pour 1, 2, 2, bon perso classique, on va pas épiloguer dessus pendant 1000 ans. Ça par contre on peut épiloguer un peu dessus. Leur cœur d'Atlantis, c'est une sorte de méga lanterne, c'est-à-dire que vous l'inclinez pour réduire de 2 le coût du prochain personnage que vous jouerez ce tour-ci. C'est 4, c'est non ancrable, c'est très cher, peut-être même un peu trop cher je pense. Car là où les lanternes sont jouables très tôt dans la partie et vous permettent de faire des grosses réductions quand même tout le long de la partie, donc de se rentabiliser énormément. Ici c'est pas avant le tour 4 et en fait quand on arrive au tour 4 on n'a pas forcément envie de perdre de la tempo à préparer les prochains tours. Et l'autre problème c'est que bah, vu qu'on le joue au tour 4, il aura moins le temps de se rentabiliser par rapport aux lanternes. Même si c'est 2 par 2 à la place de 1 par 1, bah, avant qu'il se rentabilise, il faut déjà incliner 2 fois. Là où les lanternes, bah, c'est moins. Et elle a plus le temps de le faire. Donc je suis pas ultra confiant envers le corps d'Atlantis, je pense que les lanternes c'est une meilleure solution. Maintenant, comme d'hab on verra, ça reste un objet mieux. Audrey Ramirez peut-être qui s'amusera à redresser le cœur d'Atlantis pour réduire plusieurs fois vos personnages, pour les jouer, etc. Peut-être des choses à faire. Mais là, tel quel, je suis pas très confiant pour le cœur d'Atlantis. Nous avons Lyle Tiberius Rourke, Cunning Mercenary. 3 non ancrables, 2-4, 1 de l'or. Encore une fois, non ancrable, hein, en vert, c'est toujours le problème. Hein. Mais il est très intéressant. En fait, c'est une excellente carte pour contrer les deck rush en vert. Petit 1, quand vous jouez ce personnage, vous choisissez un personnage adverse qui gagne combattant durant son prochain tour. Un peu comme à la John Silver. Donc déjà pour gérer les deck rush, ça force les personnages adverses à venir taper sur les vôtres et ça c'est super bien, ça ils vont pas faire du lore. Mais en plus, quand un de vos autres personnages est banni, chaque adversaire perd 1 de lore. Donc contre les deck rush c'est aussi une excellente option parce que vous allez faire perdre du lore si vous avez quelques moyens comme ça de pouvoir forcer l'adversaire à vous attaquer. Donc carte très intéressante, très bonne carte si jamais un jour il y a un side par exemple, ça serait une excellente carte verte pour pouvoir gérer plus facilement les rushs. Maintenant, ça reste 2-4 pour 1. Enfin, pardon, 2-4 pour 3 non ancrables, c'est compliqué. Un seul de l'or derrière, c'est pas ouf non plus. Je sais pas si jamais il y a tant d'intérêt que ça de la jouer. On verra, mais pas très confiant non plus. Un petit Milo, bah, pour 1 de 2, 1 de l'or. Voilà, on parlait des Milo tout à l'heure qui sont pas chers. Bah là, on va en voir un. On en voit un deuxième qui, pour 2, est une 2-2, 1 de l'or, mais qui monte à 4 d'attaque s'il est sur un lieu. Alors, toujours pas super fan, hein. De ça parce que ça coûte des sous de le monter à 4, donc bon, à moins que tu aies un Milo Elter que tu veux jouer plus tard, je suis pas forcément le plus emballé du monde de genre de mécanique. Devoir aller sur les lieux pour avoir plus d'attaque, je suis pas forcément si fan, parce qu'en général de toute façon les lieux se font taper en premier dessus, donc bof. Nous avons Helga Sinclair, elle qui est un peu plus intéressante parce que pour 3 on a une 2-4 Challenger, donc il peut monter 4-4. On est dans la moyenne, c'est un peu comme une madame de garde-robe, parce que la moyenne de ce personnage là du coup c'est 3-4. Quand elle tape à 4, 4 c'est un tout petit peu en deçà ce qu'on voudrait, mais c'est pas même comme de gérer quasiment toutes les menaces du D3. Et derrière, vu qu'elle a quand même 2 d'attaque, si le moindre pins veut venir essayer de la gérer, bah, il va quand même prendre cher en retour et sûrement se faire avoir. Donc, plutôt bonne carte pour le coup. De là à ce que ça rentre dans les decks gris, que ça remplace par exemple des clochettes ou des trucs comme ça qui sont des cartes super importantes pour les altars derrière, ou d'autres cartes du genre de manière générale, j'y crois pas trop. C'est pas assez synergique, c'est pas assez impactant pour moi comme carte à 3. C'est vraiment important pour toi dans l'Arcana. Et pour finir, la dernière carte, la 22e carte, Je suis ton meilleur ami, chanson qui est sortie donc récemment, très intéressante. Chanson pour 5, le meilleur coup des chansons, hein, parce qu'on a plein de chanteurs à 5, c'est parfait, ça y accompagnera très très bien des cartes comme les Let It Go. Libéré, délivré donc. Chaque joueur place les 3 premières cartes de sa pioche dans sa réserve d'encre, face cachée et épuisée. Donc c'est une carte qui permet aux 2 joueurs d'un coup de faire énormément d'encre. Et là moi j'ai un problème. C'est que même si c'est une chanson, vu que les cartes arrivent en encre épuisée, le premier qui en profite, c'est votre adversaire. En gros vous donnez 3 d'encre en plus à votre adversaire avant de pouvoir en profiter vous. Et ça change tout. Ça veut dire que vous donnez un énorme avantage à votre adversaire avant vous-même de pouvoir en profiter. Et même si votre deck il est fait pour avoir beaucoup d'encre et que vous avez plein de cartes super chères et que ça va être trop bien,
bah, c'est quand même l'adversaire qui en profite en premier et donc il peut prendre un avantage vraiment radical. Après, ça peut toujours en bleu-rouge permettre de jouer beaucoup plus vite des soyez prête et des choses dans le genre le tour juste après, donc en mode vas-y, je t'ai donné 3 dents, vas-y, vomis ton board, moi je fais soyez prête le tour d'après et t'as tout perdu. Donc il y a peut-être des choses à faire intéressantes quand même derrière en bleu-rouge, mais en dehors de ça, j'ai vraiment du mal à l'idée de donner un si gros avantage à son adversaire, d'autant plus que si jamais on le chante pas, on perd son tour pour donner 3 d'encre à l'adversaire en premier, ça me paraît très compliqué. Donc à voir si un deck arrive vraiment à en profiter de ouf, tel quel, je le vois peut-être en bleu-rouge, mais je le vois vraiment pas dans d'autres mécaniques particulières. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était pas trop long, on est en tous les 30 minutes, ce qui est quand même le principal, parce qu'on a quand même 22 cartes dont il fallait parler, mais ça fait quand même pas mal de choses à dire, et moi qui avais d'autres vidéos à la base à préparer pour ce week-end, et bah tant pis, pas de Catalyst ce week-end, une annonce dimanche, donc demain, si tout va bien, si j'ai eu le temps de monter la vidéo, j'ai eu tout ce qu'il me fallait pour la vidéo, donc maintenant c'est une question de temps personnel que je dois investir dessus, sauf qu'avec tout ce qui se passe, bah évidemment, il faut trouver le temps de tout ça. Mais donc, grosse annonce demain, si tout va bien, pour un événement qui se passera dimanche prochain sur ma chaîne Twitch. Il y aura une compétition, il y aura des matchs à regarder, il y aura des matchs à commenter, vous allez en savoir plus très vite. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao.